Bonjour et bienvenue à la dernière capsule sur les réactions d'oxydoréduction, aussi appelées les réactions redox. Là, si vous voyez R-E-D-O-X dans les manuels ou dans les sites internet, sachez que les redox, c'est aussi utilisé pour réaction d'oxydoréduction. Donc dans cette capsule-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la dernière partie du chapitre, en fait, sur les piles électrochimiques. Donc je vous conseille d'aller voir les pages 358 et ensuite dans votre manuel. Allez lire ça, ça vaut la peine pour les piles, c'est quand même assez complexe pour être certain de ne pas vous tromper. Donc, je vais essayer de faire mon possible de résumer tout ça, mais il y a quand même beaucoup de stock, donc ça vaut la peine d'aller lire les pages manuelles en plus de la capsule. Donc, en fait, c'est quoi une pile électrochimique? Bien, c'est tout simplement des réactions d'oxydoréduction dont les électrons circulent dans un fil et vont servir à effectuer un travail. Donc, en fait, c'est qu'on a des réactions d'oxydoréduction. Donc, on va avoir un réducteur qui va avoir peur, qui va donner ses électrons, et au lieu de le donner directement à l'oxydant qui va les capter avec ses dents, bien, on fait en sorte en fait que les électrons passent par un fil et le passage des électrons peut fournir un travail et permettre en fait de venir s'assurer que nos appareils fonctionnent, que l'iPad fonctionne et pour puissiez regarder la capsule, etc., etc. Donc, c'est grâce en fait à des réactions d'oxydoréduction qu'on fait passer à travers un fil qu'on permet d'avoir le fonctionnement électrique. Donc, on va voir c'est quoi. On va voir tous les éléments qu'on a besoin pour faire une bonne pile. Comme je vous dis, beaucoup de matériel. Donc, les lectures à conseiller. Donc, voici le schéma d'une pile électrochimique. Donc, beaucoup d'informations. On va regarder ça ensemble tranquillement, pas vite. On va essayer de décortiquer le tout. Donc, on va commencer en fait dans le premier compartiment ici. Donc, dans le compartiment de l'oxydation. Donc, l'oxydation, on se rappelle, c'est quoi? Bien, c'est quand on passe de Zn à Zn2+, plus 2 électrons. Donc, l'oxydation, c'est quand on passe, en fait, d'une forme oxydée, quand on cède des électrons. Donc, ça nous prend, en fait, notre réducteur, celui qui a peur, qui va céder ses électrons pour faire l'oxydation. Donc, l'oxydation, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on a le zinc, il cède ses électrons. Le zinc 2+, se retrouve en solution. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Bien, ça peut être du ZnSO4, du ZnO3,2. Tant qu'on a, en fait, des ions de Zn2+, et un autre anion en présence. Ensuite, les électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Bien, au lieu d'aller directement à notre oxydant, donc directement donné à la solution qu'on veut, on va le faire passer par un fil, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre le passage du courant. On le fait passer par un fil jusqu'à notre autre électrode qui, cette fois-ci, est du cuivre, où on a la réaction de réduction. Donc, on a du Cu2+, qui est en solution aqueuse, qui vient se grouper et vient réagir avec les électrons qui peuvent s'accumuler sur l'électrode de cuivre pour former du cuivre solide qui se dépose sur notre électrode de cuivre. Et on vient de compléter, en fait, notre oxydoréduction. Pour être certain que la réaction se fasse, il faut que le circuit soit fermé. Donc, il nous faut ce qu'on appelle le pont salin. Donc, le pont salin, en fait, c'est tout simplement une membrane semi-perméable dans laquelle on emprisonne une solution avec des anions et des cations. Et ce que ça va faire en sorte, ça va permettre, en fait, de remplacer les électrons pas les électrons, pardon, mais les ions qui se déplacent. Donc, quand on a le Cu2+, ici, qui vient et qui se dépose sur le Cu, l'électrode de cuivre, donc qui devient du cuivre solide, ou qu'on a du Zn2+, ici, qui rentre en solution, bien, on vient débalancer un peu notre équation pour équilibrer le tout. Bien, on va avoir le pont salin qui va permettre les échanges d'ions et s'assurer qu'on a des ions qui viennent ici prendre la place des ions de Cu2+, et se tasser de ces ions-là, des ions peut-être négatifs. Donc, les ions vont voyager comme ça. Il nous faut absolument un pont salin pour compléter le circuit, pour s'assurer que notre pile fonctionne. Donc, même si vous mettez votre fil à travers qui relie votre électrode de zinc à votre électrode de cuivre, bien, si vous n'avez pas de pont salin, votre circuit ne fonctionnera pas. Donc, tout circuit électrique doit être fermé. Il nous faut un pont salin aussi pour fermer notre circuit pour que les électrons puissent bien circuler. Donc, oxydation, réduction, ça va être important. On peut comprendre aussi plein d'autres informations. Donc, on sait déjà que si on a le Cu2+, qui se dépose sur notre électrode de cuivre, donc sur la cathode, on va voir que notre cathode va devenir de plus en plus grosse.
Donc, de plus en plus de dépôts qui vont se faire, elle va grossir, alors que notre zinc, lui, le zinc va avoir tendance à libérer ses électrons et passer en solution. Donc, l'anode ou de cuivre va en fait avoir diminué au cours du temps, donc sa masse va finir par diminuer. Et si on a trop de réactions qui se font, trop d'oxydation qui se font, bien, l'anode peut être totalement désintégrée et c'est là que notre pile ne fonctionnera plus. Donc, c'est comme ça que les piles arrêtent de fonctionner. Et quelle autre information qu'on peut aller voir? Bien, j'avais parlé de anode et j'ai pas trop parlé de cathode, mais ça, c'est des termes vraiment importants. Donc, anode et cathode, c'est les noms qu'on donne en fait aux électrodes. Donc, doit utiliser ce terme-là. Donc, si on vous dit, vous prenez une pile dont l'électrode, au lieu de dire dont l'électrode de zinc et de l'oxydation, on va pouvoir vous dire, par exemple, l'électrode, l'anode, par exemple, est une électrode de zinc. Donc, au lieu de vous dire que c'est nécessairement à cette place-là qu'on doit mettre le zinc, on va vous dire que l'électrode de zinc est une anode dans ce cas-là. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se produit à chaque place. Donc, le petit truc mémotechnique, là, il y a plein de petits trucs pour retenir l'oxydoréduction. C'est beaucoup de choses qui sont assez complexes, mais qu'heureusement, il existe des trucs pour s'en rappeler. Donc, le truc que je peux vous donner, c'est que anode et oxydation, anode et oxydation, bien, c'est un A et un O. Donc, les voyelles vont ensemble. Donc, l'anode est le siège de l'oxydation, alors que la cathode est la réduction. Donc, cathode, c'est réduction R, les consonnes vont ensemble. Donc, c'est le truc pour vous rappeler où se trouve la réaction d'oxydation et où se trouve la réaction de réduction. Donc, l'oxydation avec anode, réduction avec cathode. Et là, après ça, ça va être important aussi de savoir les signes des électrodes. Donc, l'anode va toujours être négative et la cathode va toujours être positive. Comment on peut le savoir? Bien, soit vous retenez anode négatif et cathode positif. Il n'y a pas vraiment de truc que j'ai trouvé pour ça. Si vous en trouvez un, bien dites-moi-les, je vais être preneur. Mais j'en ai pas. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis anode, oxydation. L'oxydation cède les électrons, donc c'est ma borne négative parce que mes électrons, ils vont être toujours attirés par le positif. Donc, ils vont se rendre jusqu'à la cathode qui est positive. Donc, c'est comme ça que moi, je le trouve. Je fais juste plutôt regarder qu'est-ce qui se passe avec mes électrons. Une fois que j'ai trouvé mes électrons, j'identifie positif, négatif. Rappelez-vous aussi que le sens conventionnel du courant est à l'inverse du sens réel. Donc, on sait que les électrons circulent du négatif vers le positif, donc de l'anode vers la cathode, mais de façon conventionnelle, on a convenu que c'était plutôt de la cathode à l'anode. Donc, il ne faut pas se mélanger avec ça si on vous parle du courant réel, du courant conventionnel, ou si vous avez, vous, à me parler de courant réel, courant conventionnel, faites la distinction entre les deux. Donc, c'est ça. Donc, ne pas oublier d'avoir des solutions de CuSO4, de CuNO3, dans le fond, des solutions des ions qu'on a besoin. Ça peut varier d'une place à l'autre. Le pont salin, sa constitution peut changer. On utilise souvent du KCl, des choses comme ça, dans une espèce de gel qui nous permet de faire l'échange des ions. Et c'est pas mal ça. Ça, c'est un exemple d'une structure de pile. Il y a plusieurs piles qu'on peut faire, mais l'exemple avec le pont salin, c'est le cas le plus traditionnel. Donc, se rappeler oxydation, réduction, anode, cathode, tout ça, positif, négatif, ça va être bien important. Ça va être le genre de choses qu'on va vous demander à analyser quand on va vous mettre une pile électrique et qu'on va vous poser des questions dessus. Donc, on va poursuivre notre analyse avec d'autres aspects sur les piles. Bon, maintenant, la dernière chose que j'aimerais qu'on regarde sur ce schéma-là des piles électrochimiques, c'est ce que j'ai rajouté dans le bas, en fait, c'est d'être capable de faire la représentation simplifiée de la pile. Donc, c'est une façon assez rapide de savoir quels sont les deux électrodes qu'on a et quels sont les échanges d'électrons qu'on peut retrouver dans notre pile électrochimique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par anode à la gauche. Donc, mon électrode d'anode, c'est une électrode de zinc solide, donc Zn. Et ensuite, elle relâche deux électrons pour donner Zn2+, donc petite barre Zn2+. Ensuite, on met la petite barre double. Pourquoi la petite barre double? En fait, ça nous permet de séparer les deux compartiments. Donc, ça nous dit qu'on est rendu dans notre deuxième électrode avec sa deuxième solution. Et c'est Cu2+, qui est réduit en Cu. Donc, toujours anode à gauche, cathode à droite. Truc pour s'en rappeler, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Donc, anode, cathode, on se rappelle de ça. Mais si vous regardez, c'est indiqué correctement de la même façon que les équations.
Donc, on commence par Zn, ensuite Zn2+, et dans la réduction, c'est Cu2+, vers Cu. Donc, c'est toujours dans ce cas-là. Et si on se rappelle aussi que les formes solides sont à l'extérieur, donc les formes neutres, avec un degré d'oxydation de 0 sont vers l'extérieur, et qu'à l'intérieur, c'est plutôt les formes avec des charges, donc des degrés d'oxydation différents de 0. Donc, Zn2+, et Cu2+, ça peut peut-être vous aider à retrouver des choses. Mais anode, cathode, on indique toujours la forme neutre à l'extérieur et la forme ionique à l'intérieur, et ça vous permet d'avoir la forme simplifiée de l'électrode. Donc, c'est une façon en fait de faire pour simplifier la représentation des piles électrochimiques. Donc, on va vous demander soit de représenter la pile sous cette forme-là, ou au lieu de vous donner des informations sur la pile, on va vous donner directement la pile sous cette forme de représentation-là, et ce sera à vous, après ça, aller venir placer les informations pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre pile. Donc, reconnaître la forme simplifiée, bien important pour les piles électrochimiques. Bon, maintenant, on va parler d'un autre concept peut-être un peu complexe à comprendre, qui est le potentiel standard d'oxydoréduction. Donc, plus on a un bon réducteur, donc réducteur qui a peur, qui a tendance à céder ses électrons, plus il va avoir une grande énergie potentielle électrique. C'est-à-dire que plus tu as tendance à céder tes électrons, plus tu vas avoir de potentiel à vouloir créer du courant, donc à céder tes électrons pour que tes électrons puissent circuler dans un circuit, etc. Donc, plus grand potentiel électrique quand on a un bon réducteur. Et on va nommer ce potentiel-là E0, donc potentiel standard. Pourquoi E indice 0? Bien parce que les potentiels vont varier en fonction des températures et des pressions. Et qu'est-ce que vous allez trouver, vous autres, dans les tables, généralement inclus dans les manuels ou sur Internet, c'est les valeurs standards. Donc, nous, aussi dans le cours, on va faire la plupart du temps à conditions standards, mais sachez que si vous n'êtes pas à TPN, les valeurs que vous avez vues dans vos tables ne seront pas les bonnes, ne seront pas les mêmes. On peut, en fait, venir calculer la différence de potentiel entre deux métaux, parce que c'est toujours la capacité à céder ces électrons par rapport à un autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on s'est donné une électrode de référence. Donc, l'électrode de référence, c'est l'électrode à hydrogène. Donc, vous pouvez voir une image d'un montage d'une électrode à hydrogène à la page 362 du manuel. Là. Je vous conseille d'ailleurs aussi d'aller lire ces pages-là. Là. Ça vaut la peine. Donc, 2H+, plus 2 électrons me donne du H2AQ. Et on a décidé que cette réaction-là, c'était en fait un potentiel de 0. Donc, on a mis arbitrairement qu'il y avait un potentiel de 0. Et là, ensuite, on compare. On prend une pile dont une des deux électrodes est l'électrode à hydrogène et l'autre est la substance qu'on veut évaluer. Donc, si c'est du cuivre, on va mettre une électrode de cuivre, du zinc, de l'aluminium, du lithium. Peu importe la substance qu'on veut, et on va en fait les relier ensemble et calculer le potentiel de cette pile-là. Et ça nous donne, parce qu'on fait la différence entre la valeur de 0 et la valeur qu'on obtient, la valeur de notre potentiel standard pour la substance qu'on veut évaluer. Et on sait que si le potentiel de notre substance est plus grand que 0, donc quand on a une grande valeur de potentiel standard, bien, on est à la cathode. Donc, cathode, on se rappelle, ça va avec la réduction, donc c'est la capacité à, en fait, accepter des électrons. Et si le potentiel est négatif, on est plutôt à l'anode, donc c'est l'oxydation, c'est la capacité à venir céder ces électrons. Donc ça va être important. On a des tables de toute façon qui vont nous permettre de voir ça. On va regarder ça ensemble. Donc je vous conseille d'aller lire les pages pour le potentiel standard pour mieux comprendre, pour mieux le situer. Mais ensuite, on va se servir de ces valeurs-là pour venir calculer la différence de potentiel d'une pile. Donc, être capable de savoir que notre pile peut nous donner un voltage de telle quantité pour ensuite savoir si cette pile-là peut être efficace pour faire telle ou telle tâche. Donc, on va aller évaluer ça ensemble. Donc, pour évaluer tous les potentiels des piles et tout, il nous faut en fait la liste de potentiels standards des demi-réactions. Et par convention, on donne toujours les potentiels de demi-réaction de réduction. Donc, par convention, vous allez toujours voir sur Internet, dans les manuels, des tables de la réaction de réduction, donc c'est-à-dire de passer d'une forme, par exemple, de 0 à -1. Donc, toujours
de diminuer le nombre d'oxydations, donc que les électrons vont être en réactifs, donc avec l'oxydant qui a des dents qui captent les électrons. Plus le potentiel est positif, plus la solution est, ou plus la substance, est un meilleur oxydant. Donc, quand le potentiel est positif, ça veut dire que la réaction se fait. Donc, puisqu'on donne les potentiels de demi-réduction, bien, ça veut dire que la réaction de F2 plus 2 électrons pour donner du 2F- a un potentiel très élevé, donc 2,87, va avoir très tendance à se faire. Donc, ça va être la réaction qui est fortement favorisée. Donc, le F2 est un très bon oxydant, va avoir énormément tendance à venir capter les électrons, donc beaucoup tendance à venir capter les électrons et donner du 2F-. Alors que quand on va vers un potentiel négatif, donc là, la réaction est exprimée telle quelle, donc de lithium à lithium 1+, plus un électron peut donner de lithium solide, ne va pas avoir tendance à se faire. Et là, en plus, ça va être plutôt, en fait, la réaction inverse qui va se faire. Donc, la réaction qui a, en fait, quand on fait l'inverse d'une réaction, on fait juste inverser le signe du potentiel. Donc, Li plus électron me donne Li solide, a un potentiel de moins 3,04. Mais ma réaction de Li solide vers Li plus un électron, elle, par contre, va avoir un potentiel de 3,04. Donc, le potentiel inverse parce que j'ai inversé ma réaction. Donc là, je m'excuse, c'est vraiment pas clair, là. Ça ne va pas très bien avec le iPad, là. Mais je vais le réécrire comme il faut. Mais sachez que quand on inverse une réaction, on se retrouve en fait avec le potentiel inverse. Donc ça va devenir très, très, très utile dans l'évaluation des potentiels, des piles et tout et tout. Donc de savoir que quand on a la réaction inverse, par exemple du lithium solide, qui me donne en équilibre du lithium plus un électron, bien, là, mon potentiel est de 3,04. Donc ça, c'est en fait la façon qu'on va se présenter. Donc on va toujours avoir les demi-réactions de réduction. Et plus le potentiel est positif, plus c'est un bon oxydant. Donc c'est la réaction de réduction qui est favorisée. Donc le fait de capter des électrons. Et si le potentiel dans notre table est négatif, ça veut dire que c'est la réaction inverse qui est plus favorisée. Donc c'est le fait de céder des électrons. Et c'est la réaction d'oxydation. Donc c'est donc un bon réducteur. Donc, on va se servir de ces tables-là pour, en fait, être capable de venir analyser des piles qu'on peut construire en laboratoire. Donc, avant d'analyser des piles, on va se donner, en fait, justement, des critères pour évaluer la spontanéité de la réaction. Donc, c'est ce que je vous avais dit tantôt, que, en fait, plus le potentiel est positif, donc c'est ce qu'on a dans le bas ici, potentiel positif, ça veut dire que la réaction est spontanée. Quand le potentiel est négatif, ça veut dire que la réaction est non spontanée. Donc, c'est quoi une réaction non spontanée? Bien, moi, j'avais dit l'exemple de recharger une pile. Donc, pourquoi recharger une pile? Bien, recharger une pile, c'est tout simplement de faire la réaction inverse que la réaction qui se produit normalement dans votre pile. Donc, si on passe, comme on avait l'exemple tantôt du zénine, du zinc qui cédait ses électrons vers le cuivre, là, dans la première diapositive, donc ça, c'est ma pile normale. Mais quand je recharge ma pile, je fais en sorte que je favorise une réaction qui est non spontanée. Donc, je fournis du travail, je fournis de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on doit brancher nos piles pour les recharger, pour faire en sorte que la réaction inverse se produise. Et c'est plutôt le cuivre qui cède ses électrons et qui sont captés par le zinc, qui permet en fait de venir reformer mes électrodes et de permettre en fait à ma pile de refonctionner. Donc, si on veut avoir une réaction qui est spontanée, il faut que le réducteur, donc celui qui donne plus facilement ses électrons, soit solide. Donc, celui qui donne ses électrons soit solide et celui qui, en fait, les accepte doit être sous forme aqueuse. Et ensuite, si on veut aucune réaction, bien, il faut que le réducteur le plus faible, donc celui qui donne plus difficilement ses électrons, soit sous forme solide. Et comment on peut savoir lequel était le plus fort? Bien, je vous avais dit, on l'a vu dans le tableau tantôt, que plus le potentiel est négatif, plus c'est un bon réducteur. Donc, il faut s'assurer que l'électrode solide, donc par exemple le Zn solide et non pas le Cu2+, soit sous forme
solide lorsque c'est le plus grand réducteur. Donc, réducteur le plus fort doit être sous forme solide. Comme on le sait, celui dont le potentiel est le plus négatif. Ça va devenir très, très, très important pour venir évaluer, en fait, nos réactions dans les piles. Donc, on a un exemple ici d'une pile. J'ai une pile avec du magnésium et de l'argent. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ma pile. Donc, je n'ai pas plus d'informations. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, j'ai plusieurs étapes à suivre. Donc, la première étape, en fait, c'est d'aller dans mes tables de potentiel standard de réduction et de sortir mes deux réactions. Donc, je sors ma première réaction de réduction qui est Ag+, plus un électron qui me donne de l'Ag solide et du Mg2+, plus deux électrons qui me donnent du Mg solide. J'ai leur potentiel 0,80 et moins 2,37 volts. Donc, c'est mes deux potentiels standards pour les réactions de réduction. Comme vous le savez, il y a toujours une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Donc, c'est sûr qu'il y en a une des deux qui n'est pas une réaction de réduction. Et pour le savoir, il faut en fait trouver le meilleur réducteur. Donc, celui qui a plus tendance, on se rappelle, le réducteur qui a peur. Donc, celui qui a plus tendance à céder ses électrons et donc qui ne fera pas la réduction et à inverser sa réaction. Donc, quand on identifie celui qui est le plus négatif, bien dans ce cas-là, nous, on a ici moins 2,37 pour le magnésium versus 0,80. Donc, lui, il est plus négatif. Ça veut dire que ce n'est pas cette réaction-là qui est favorisée. Ce n'est pas la réaction du Mg2+, qui capte deux électrons pour former du magnésium solide. C'est plutôt le fait du magnésium qui va avoir plus tendance à céder ses électrons pour donner du Mg2+. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens, en fait, inverser mes réactions. Donc, je sais que ma réduction, c'est le Ag+, plus un électron qui donne Ag solide. Ça va être ma réaction de réduction, alors que ma réaction d'oxydation va être plutôt mon magnésium qui va me donner du Mg2+, plus deux électrons. Donc, à partir de ça, vous êtes capable dès maintenant, d'identifier l'anode, la cathode. Donc, ça va être important à faire. Donc, réduction R avec cathode et oxydation O avec anode A pour le magnésium. Donc, ça peut déjà vous donner ça. Ensuite, si on vous demande de savoir la réaction complète, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, en fait, venir équilibrer les deux demi-réactions pour avoir, en fait, le même nombre d'électrons transférés. Donc, on se rappelle, on veut toujours avoir le même nombre d'électrons, donc on s'organise pour qu'on ait deux électrons de Ag+. Quand vous multipliez une réaction, vous ne touchez pas au potentiel standard, ça reste le même. Donc, la différence est le même parce que vous cédiez un ou deux électrons, la différence est la même. Donc, on ne touche pas au potentiel standard, on fait juste équilibrer les réactions comme ça. Ensuite, on peut continuer en déterminant la réaction globale de la pile en additionnant les deux réactions. Donc, c'est comme toujours, vous additionnez vos deux réactions parce qu'en fait, c'est les deux réactions qui se produisent dans votre pile. Et quand on balance le tout, on voit que les électrons s'annulent et ça nous donne notre réaction totale au final qui est de Mg solide plus 2 Ag plus aqueux qui me donne du Mg2 plus aqueux plus 2 Ag solide. Donc ça, c'est ma réaction totale. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le potentiel de ma pile pour le potentiel de la réaction totale? Bien, c'est tout simplement additionner les deux potentiels, donc potentiel d'oxydation plus potentiel de réduction, qui me donne en fait 2,37 plus 0,80, donc 3,17. On se rappelle, quand le potentiel est positif, ça veut dire que la réaction est spontanée. Donc oui, j'ai une pile qui fonctionne de cette façon-là. Donc, j'ai une pile spontanée qui va me donner une différence de potentiel de 3,17 volts. Donc, si j'ai besoin d'un appareil qui a besoin de 3 volts, par exemple, pour fonctionner, bien, je pourrais le relier à une pile de Mg et de Ag+, et ça pourrait très bien fonctionner. Donc, ne pas oublier de faire attention que dans les tables, on vous donne toujours les réactions de réduction. Donc, ça va être important de venir inverser la réaction d'oxydation pour venir identifier les potentiels et après ça, tout simplement, les additionner. L'autre chose qu'il va falloir être capable de faire, bien, c'est peut-être la dernière petite chose, c'est d'être capable de venir identifier la forme simplifiée de la pile. Donc, toujours oxydation et réduction ensuite. Donc, les formes standards neutres à l'extérieur et les formes ioniques à l'intérieur. Donc, ça me donne Mg vers Mg2+, deux petites barres Ag+, petite barre Ag pour la forme simplifiée de ma pile. Donc, ça va ressembler pas mal à ça, les problèmes. Et on a quand même plusieurs pages, page 356, 365, 368, 369, les pages à faire
pour vous préparer pour les exercices. Sachez que, je vous le répète, que la question bonnie de l'examen aura lieu, sera consacrée aux questions d'oxydoréduction. Donc, peut-être calculer le potentiel d'une pile, identifier les demi-réactions, identifier l'oxydant, le réducteur, etc., etc. Donc, ça vaut la peine de faire les exercices quand même. Et les gens qui vont continuer en chimie les prochaines années, ça va devenir très, 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 très important aussi d'avoir vu au moins ces concepts-là parce que c'est des concepts centraux de la chimie qui reviennent. Donc, vous allez voir que les réactions d'oxydoréduction sont assez présentes, sont assez importantes. On les retrouve dans plusieurs domaines, dans plusieurs éléments, plusieurs réactions qu'on ne se doute peut-être pas qui sont des réactions d'oxydoréduction, alors qu'elles le sont. Vous allez retravailler l'analyse des piles électrochimiques aussi en chimie des solutions, donc à la deuxième session de votre sciences nature. Donc, ça vaut la peine de faire les exercices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, bon travail à tous et à la prochaine.